Quel type de rayons sont les rayons X? Comment sont-ils produits? Bienvenue sur ma chaîne d'imagerie médicale. Aujourd'hui nous allons parler des deux méthodes de production des rayons X, à savoir le rayonnement de freinage et le rayonnement caractéristique. Mais avant ça, nous allons commencer par un bref rappel des notions de base des rayonnements électromagnétiques et de la structure de la matière. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous avoir abonné à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Comme la lumière visible, les rayons infrarouges, les ultraviolets et les rayons gamma, les rayons X sont une forme de rayonnement électromagnétique. Ils se déplacent dans le vide à la vitesse de la lumière, c égale 299 792 458 mètres par seconde. Un rayonnement, ou une onde, électromagnétique, consiste en la propagation d'un champ électrique, E, et d'un champ magnétique, B, perpendiculaires. Ces champs oscillent en phase et sont eux-mêmes perpendiculaires à la direction de propagation. Un bon moyen pour comprendre les ondes est de penser au mouvement que peut faire un ressort ou les vagues de l'océan. Une onde est simplement une perturbation d'un milieu physique consistant en une vibration ou une oscillation. La vague de la houle de l'océan et le creux qui suit invariablement sont simplement une vibration ou une oscillation de l'eau à la surface de l'océan. Les ondes électromagnétiques sont similaires, à ceci près qu'elles sont en fait formées des ondes, oscillant perpendiculairement l'une par rapport à l'autre. Ces deux ondes sont respectivement des champs électriques et magnétiques, en oscillation. Une onde électromagnétique, sinusoïdale, est caractérisée par sa fréquence de vibration, f, ou par sa période, t égale 1 sur f, et par son amplitude. Grandeur caractéristique des ondes, amplitude, longueur d'onde, et fréquence. Une vague, ou une onde, possède un creux, point le plus bas, ainsi qu'une crête, point le plus haut. La distance verticale, entre la sommet de la crête, et l'axe central de l'onde, est appelée amplitude. C'est cette grandeur, qui caractérise l'intensité de l'onde, la brillance dans le cas d'une onde de lumière visible. La longueur d'onde, représentée habituellement par la lettre grecque, lambda, est la distance horizontale entre deux creux consécutifs, ou crêtes, et est mesurée en mètres, ou en l'un de ses sous-multiples tels que, les nanomètres, avec un nanomètre égale à, 10 puissance moins 9 mètres, micromètre, avec un micromètre égale à, 10 puissance moins 6 mètres, ou centimètre, avec un centimètre égale à, 10 puissance moins 2 mètres. La notion de fréquence. La fréquence de l'onde correspond au nombre de longueurs d'onde lambda qui passent par un point donné chaque seconde. L'unité du système international de la fréquence est le Hertz, qui est équivalent à 1 par seconde. Naturellement, il en découle que la longueur d'onde et la fréquence sont inversement proportionnelles. Plus la longueur d'onde est petite, plus grande est la fréquence, et vice-versa. Cette relation est donnée par l'équation suivante. C égale à F fois lambda, où lambda est la longueur d'onde, en mètres, m, f est la fréquence en hertz. Leur produit est la constance c, pour célérité, qui représente la vitesse de la lumière dans le vide, sa valeur exacte est 299 792 458 mètres par seconde. Environ 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde, ou 300 000 km par seconde. Selon la relativité restreinte, la vitesse de la lumière dans le vide est la vitesse maximale que peuvent atteindre toute forme de matière ou d'information dans l'univers. La période. Une dernière grandeur à considérer est la période de l'onde. La période d'une onde est le temps que met une longueur d'onde, lambda, pour passer par un point donné dans l'espace. Mathématiquement, la période, t, est tout simplement l'inverse de la fréquence, f, de l'onde. Les rayons X, les ondes lumineuses, les rayons infrarouges, les ultraviolets et les rayons gamma diffèrent les unes des autres par leur longueur d'onde. Ce tableau montre bien que les rayons X ont une longueur d'onde très courte. En effet, à de telles dimensions de longueur d'onde, la nature quantique des phénomènes électromagnétiques devient significative. La principale signification de cette nature quantique est que le rayonnement électromagnétique est délivré sous forme de blocs d'énergie discrets appelés photons. La quantité d'énergie dans chaque photon est liée à la longueur d'onde du rayonnement selon l'énergie, E, égale H que multiplie F, égale H que multiplie C divisé par lambda, où H est la constante de Planck. Donc plus la fréquence d'une onde est élevée, plus il y a de l'énergie dans chacun de ces photons.
Ainsi, l'énergie d'un photon de rayonnement X, à une fréquence de 10 puissance 20 Hz, est d'environ 6,626 fois 10 puissance moins 14 joules. Au lieu de citer l'énergie des photons en joules, il est plus courant d'utiliser la relation 1 électrovolt égale 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc pour exprimer l'énergie qu'on vient de calculer en électrovolts, nous allons utiliser la règle de 3. On obtient une énergie d'environ 41,4 kV. De ce qui précède, on peut dire qu'on peut décrire les rayons X comme des ondes électromagnétiques ou des particules. Car, dans certaines situations, les ondes électromagnétiques se comportent comme des ondes, dans d'autres, comme des particules. Au début du XXe siècle, Max Planck et Albert Einstein ont montré que, si le rayonnement électromagnétique se comporte souvent comme un train d'ondes, il agit dans certains cas, comme un courant de particules. Ces particules sont appelées photons, où chaque photon est un petit agglomérat d'énergie. La quantité d'énergie du photon dépend de la fréquence du rayonnement. Avant de continuer, nous allons rappeler quelques concepts de base autour de la structure de l'atome. Structure de l'atome. À très petite échelle, chaque atome apparaît comme une imitation du système solaire. La plus grande masse de ce système est concentrée dans le Soleil. De même, la plus grande masse d'un atome est concentrée en son cœur que l'on appelle le noyau. Des électrons gravitent autour du noyau tout comme des planètes gravitent autour du Soleil. Tous les atomes ont une structure similaire, en ce sens qu'ils sont constitués de petits noyaux denses, qui ont un rayon de environ égal à 10 puissance moins 14 mètres. Le noyau de l'atome est composé de neutrons, éléments sans charge électrique, et de protons, éléments de charge électrique positive. Le nombre de protons correspond au numéro atomique Z, et le nombre de protons plus le nombre de neutrons, dans un noyau correspond au nombre de masses, désigné généralement par la lettre A. Dans un état non ionisé, l'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'on a Z protons chargés positivement, au niveau du noyau, et Z électrons, chargés négativement, et qui gravitent dans des orbites autour du noyau, ce qui donne que, la charge totale de l'atome, la somme des charges d'électrons et protons est nulle. Chaque électron a une charge négative de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, et une masse de 9 fois 10 puissance moins 31 kg, soit environ 0,05% de la masse de chaque proton. Dans le modèle de Bohr, les orbites des électrons sont à distance fixe du noyau. Chaque électron occupe un état d'énergie fixe, ce qui confère à l'atome des couches électroniques auxquelles on assigne les lettres K, L, M, N, O, P, où la couche K est la plus profonde, la plus proche au noyau. Chaque couche ne peut contenir que 2 n au carré d'électrons. Donc, la couche K, c'est-à-dire n égale 1, ne peut contenir que 2 électrons, la couche L, dans ce cas n égale 2, peut en contenir 2 fois 2, au carré égale 8, etc. Production de rayons X. Les rayons X sont produits par deux processus distincts. 1. Rayonnement de freinage, Bremsstrahlung. Le mot Bremsstrahlung est repris de la langue allemande pour décrire le rayonnement qui est émis lorsque les électrons sont décélérés. L'électron incident, chargé négativement, qui est produit par le filament au niveau du cathode, et accéléré par la différence de potentiel anode-cathode, arrive sur la cible. Il s'approche du noyau d'un atome constituant l'anode, il va être dévié et freiné sous l'action des forces de Coulomb provoquées par la charge positive du noyau. Freinage et déviation massive lorsque l'électron passe à proximité immédiate du noyau, jusqu'à arrêt total lorsque l'électron percute le noyau, c'est-à-dire perd toute son énergie cinétique au contact du noyau. L'énergie de freinage est dégagée sous forme d'un photon X. Freinage et déviation minime, voire nulle, lorsque l'électron passe à très grande distance du noyau. Dans ce cas, l'électron continue sa course sur une autre trajectoire ayant été déviée par le freinage, jusqu'à l'atome suivant où il produira un autre photon X. Avec tous les intermédiaires possibles entre ces deux extrêmes. L'énergie cinétique perdue par les électrons dans la cible de l'anode est transformée en radiations électromagnétiques, rayons X, de longueur d'onde variable. Rayonnement caractéristique, phénomène de collision. Le second mécanisme de production des rayons X dans la cible anodique correspond au rayonnement dit caractéristique, qui résulte d'interactions entre les électrons accélérés par le champ électrique, créé entre cathode et anode, et les électrons des couches orbitaires des atomes du métal constituant l'anode. Ce second mécanisme de production des photons X est souvent désigné sous le terme de phénomène de collision.
Les électrons des différentes couches orbitaires d'un atome sont caractérisés par leur énergie de liaison, qui correspond aux forces nécessaires pour que ces électrons chargés négativement résistent à l'attraction causée par la charge positive du noyau. On comprend donc que les couches centrales, K, L, de l'atome, proches du noyau, correspondent à des énergies de liaison très élevées. Au contraire, les couches plus périphériques, plus éloignées du noyau, correspondent à des énergies de liaison très faibles. Par exemple, pour le tungstène, l'énergie de liaison des électrons de la couche K est de l'ordre de 70 kV et celle des électrons de la couche L, de l'ordre de 11 kV. Par conséquent, pour expulser un électron de la couche K, ionisation, il faut lui apporter une énergie d'au moins 70 kV. Puis, des phénomènes de transition électronique, visant à ramener l'atome à un état stable, aboutiront à émettre un photon dont l'énergie sera, de 70-11 égale 59 kV. Dans ce cas, le photon émis appartiendra donc au domaine des rayons X utiles. L'énergie de liaison des électrons de la couche M du tungstène étant de l'ordre de 2 kV. La transition électronique entre les couches, L et M, produira un photon d'énergie égale à 11-2 égale 9 kV, qui n'est plus du domaine des X utiles en imagerie et sera éliminé par la filtration additionnelle. La part représentée par le rayonnement caractéristique, par rapport au rayonnement produit par freinage, est faible. Elle est fonction des conditions d'utilisation du tube radiogène et de la nature du métal constituant l'anode. En radiologie standard, pour une différence de potentiel anode-cathode en dessous de 70 kV-pic, il n'y a pas de rayonnement caractéristique de la couche K, car l'énergie cinétique des électrons accélérés entre le cathode et l'anode est inférieure à l'énergie de liaison des électrons de la couche K du tungstène. Il ne peut donc y avoir d'ionisation sur cette couche. Dans le cas où la différence de potentiel anode-cathode est entre 80 et 150 kV-pic, la part du rayonnement caractéristique de la couche K passe à 10% pour 80 kV-pic et à 28% pour 150 kV-pic. Au-delà de cette valeur de 150 kV-pic, la contribution du rayonnement caractéristique diminue et devient négligeable au-dessus de 300 kV-pic, mais là on est en dehors du domaine du radiodiagnostic. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi, si vous avez aimé n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, un petit commentaire et de partager au maximum. On se retrouve une prochaine fois, dans une prochaine vidéo.